Es-tu rendu à l'étape d'embaucher ton premier employé? On va parler avec Édith Cabot de recrutement. Comment s'assurer d'avoir la bonne personne à la bonne place? Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode spécial de 180 degrés. Alors, c'est la première, en fait, édition de mes épisodes conseils d'experts. Donc, pour juste vous mettre en contexte, ce sont des épisodes, en fait, dans lesquels j'ai envie de parler d'un sujet qui vous touche comme entrepreneur, accompagné d'un expert, bien sûr, en lien avec ce sujet-là. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de parler de l'embauche d'employés. Donc, que ce soit votre premier employé que vous allez accueillir dans votre équipe ou que ce soit tout simplement un autre employé que vous voulez accueillir au sein de votre entreprise, ça peut parfois être un réel casse-tête pour les entrepreneurs quand on n'a pas étudié en ressources humaines, quand on n'a aucune idée de ce que ça comprend, le recrutement. Je côtoie beaucoup d'entrepreneurs pour qui c'est vraiment un enjeu. Et pour parler d'embauche et de recrutement, eh bien, j'ai décidé d'inviter sur le podcast Édith Cabot, qui est stratège en gestion humaine de la performance. Et elle est, dans le fond, en fait, elle est experte en recrutement. Et bien, en fait, je vais te laisser te présenter, Édith, à nous. Donc, bonjour, Édith. Bonjour Mélanie, merci beaucoup de cette invitation-là aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de parler de ce sujet-là, qui est un sujet en fait qui touche à peu près tous les entrepreneurs qui désirent croître. Hein? Ben oui, c'est ça. Puis là, je m'en allais patiner. Là, je disais, tu es experte en recrutement, tu es experte en gestion du changement, tu es experte en plein d'affaires. Donc, juste peut-être rapidement dire aux gens qui écoutent, tu sais, dans quoi tu œuvres, puis comment tu conseilles finalement les entrepreneurs dans ta pratique. Effectivement, la gestion des ressources humaines, c'est large, mais si je disais trois mots qui résumeraient un peu tout ce que je fais, dans le fond, c'est tout ce qui touche à l'attraction, la rétention et la mobilisation du personnel. Donc, ça peut toucher, oui, au recrutement, la gestion de changement qui va faire partie de la rétention, la posture de leadership, etc. Donc, je le fais de plusieurs manières. Hein. Je le fais en accompagnement auprès des gestionnaires. Je le fais aussi en coaching, formation. Je fais également de la médiation en milieu de travail au niveau des conflits, hein, pour dénouer les conflits. Donc, globalement, c'est ce que je fais. Fait que je fais plusieurs choses, dont le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Oui, cool. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Pour ce premier conseil d'expert, j'avais envie d'aborder ce sujet-là parce que comme je côtoie beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit ce que j'appelle mes collègues virtuels ou mes clients, vient un moment où la croissance vient avec l'embauche ou l'accueil d'un nouvel employé pour être capable de poursuivre la croissance puis l'air d'aller. Puis des fois, il y a des choses que j'entends que je me dis, il ne me semble pas que ce serait la bonne pratique, la bonne chose à faire pour s'assurer que, de un, recruter les bonnes personnes, mais aussi de bien, en fait, de comprendre quoi déléguer. Donc, tu sais, je pense que tu sauras mieux que moi le dire, mais il y a probablement des choses importantes à faire avant de dire, j'ouvre un poste, puis j'affiche ça sur les sites d'offres d'emploi. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions en amont qui doivent être faites. Je ne sais pas ce que toi, tu aurais à conseiller peut-être aux entrepreneurs. C'est quoi les premiers questionnements à avoir quand on sent qu'on s'en va, on a besoin de bras, comme on dit, mais vers quoi on se tourne, là, c'est choisir le poste finalement qu'on va ouvrir.
En fait, moi, je dirais, premièrement, il faut prendre de la hauteur. Peut-être certains d'entre les gens qui nous écoutent le font déjà, mais il faut prendre la hauteur. Puis ça, on le fait aussi pour nos stratégies marketing, mais on le fait aussi pour nos stratégies au niveau des ressources humaines, c'est-à-dire qu'il faut regarder son modèle d'affaires. Il faut regarder son modèle d'affaires, voir si il est encore actuel et au besoin faire un petit tour là, rapidement de la matrice FFOM que j'aime bien voir. Opportunités, forces, faiblesses et les menaces de l'entreprise, voir si c'est encore ça, si on a un ajustement au niveau de notre modèle d'affaires à faire. Parce que si on ne le fait pas, en fait, puis on décide d'embaucher, puis par la suite, on change la stratégie, en fait, l'individu qu'on va embaucher sera peut-être pas exactement la bonne personne. Fait que moi, j'amène tout le temps les gens à prendre de la hauteur, de regarder leur modèle d'affaires, regarder si c'est encore ça qu'ils ont besoin. Par la suite, de se faire peut-être une petite prévision là, au niveau des services. Qu'est-ce qu'on prévoit faire? Qu'est-ce qu'on fait déjà? Qu'est-ce qu'on prévoit faire de façon optimiste, réaliste et pessimiste? Ensuite de ça, on peut peut-être estimer la charge de travail, ce qu'on va avoir besoin de faire. Et après ça, ce qu'on a besoin de faire aussi, c'est d'analyser ce qu'on fait. Parce que si vous êtes toute seule actuellement dans votre entreprise, puis là, vous commencez à avoir l'idée d'embaucher parce que vous visez la croissance ou encore vous voyez que votre charge de travail est beaucoup trop élevée pour ce que vous êtes capable de faire en ce moment, bien, c'est de faire, moi, ce que je propose tout le temps, c'est de faire des journées de monitoring. Parce que des fois, on le sait qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on le fait quotidiennement, mais on n'a jamais pris le temps de regarder concrètement ce qu'on fait. Qu'est-ce que je veux dire par monitoring? C'est de vraiment évaluer les tâches qu'on fait dans notre journée, de prendre le temps de l'écrire et ensuite de ça, de prendre le temps de diviser ce qu'on veut garder et ce qu'on veut éventuellement redistribuer à la personne qu'on souhaite embaucher. Par la suite, ce que je propose toujours, en fait, c'est de faire une analyse avec tout ce qu'on va avoir fait, là, notre modèle d'affaires, où est-ce qu'on veut s'en aller. C'est de faire une analyse des actions qui seront à faire. Donc, les nouvelles tâches qu'on souhaite voir réalisées dans notre entreprise, les tâches qui devront être faites, puis par la suite, de vraiment composer un poste avec ça. Je ne sais pas si tu as des questions jusqu'à présent, Mélanie. Où ça va? Écoute, là, je suis dans ma tête parce que, comme je te confiais avant de rentrer dans l'enregistrement, j'ai fait un peu cet exercice-là, mais pas dans le but, en fait, pas d'embaucher un employé, mais plutôt d'accueillir une collaboratrice dans mon équipe. Puis c'est un peu ça, tu sais, je me disais, OK, c'est quoi les étapes que j'ai faites? Puis en fait, mon réflexe, là, ça a été de lister toutes les tâches que j'avais à faire, mettons, par catégorie. Fait que, tu sais, quand tu penses à la comptabilité. OK, mais qu'est-ce que je fais en lien avec la comptabilité? C'est bon, il y a les rapports de taxes, il y a la comptabilité, les suivis mensuels, la facturation, les suivis de facturation. Bref, j'ai été vraiment par catégorie, puis j'ai listé finalement toutes les tâches que je faisais pour voir, OK, mais c'est quoi que j'ai envie de déléguer maintenant? Puis c'est quoi qu'éventuellement j'aimerais déléguer? Parce que des fois, c'est une question aussi de cash flow. Là, on ne se cachera pas les choses. Fait que ça m'a permis de faire le constat que OK, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider plus au niveau de la gestion du contenu que la poutine administrative parce que, comment dire, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais je suis quand même bonne en comptabilité, puis ce n'est pas quelque chose qui me dégoûte tant que ça. Donc, pour moi, ce n'était pas comme l'urgence maintenant de déléguer. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait finalement. J'ai fait une liste des tâches, puis j'ai réalisé finalement où était mon besoin, puis j'ai tout packagé ça dans un poste. Fait que je ne sais pas si c'est la bonne chose que j'ai fait, mais en tout cas, c'est ça que, de mon expérience, ça a été ça les premières étapes que j'ai fait de mon côté. Bien, pour moi, il n'y a pas, au niveau du monitoring, c'est exactement ce que je veux dire. Puis, ta manière de le classifier selon les types de tâches, je pense que c'est encore mieux parce que ça permet de éviter d'oublier quelque chose justement dans ce qu'on fait. L'idée, c'est de vraiment prendre au moins en note tout ce qu'on fait, je dirais minimalement pendant une semaine ou même un mois si jamais vos tâches changent vraiment durant le mois. Ensuite de ça, c'est de les séparer comme Mélanie le dit. Puis, effectivement, qu'à la fin, il faut évaluer avec le niveau de budget qu'on a, si c'est un poste en plein, un poste en complet ou un poste temps partiel, ou si on va y aller par impartition.
ou par embauche? Donc, ça, c'est toutes des questions aussi qu'il va falloir que vous vous posez. Ce qui m'amenait justement à l'aspect numéro 2, c'est de faire la description de fonction vraiment du nouveau poste que vous souhaitez faire. Donc, si je comprends bien, Mélanie, ce que tu as fait à ce moment-là, c'est que tu as vraiment pris les tâches que tu souhaitais redistribuer. Donc, un coup que vous avez fait l'évaluation, moi aussi, c'est ce que je vous conseille de faire. Et si jamais vous voyez que dans votre croissance, il va y avoir des nouvelles tâches qui vont s'ajouter, des trucs que vous ne faisiez pas nécessairement, mais qui vont être éminents à faire parce que peut-être que vous avez des nouveaux clients ou peut-être que vous développez un nouveau service ou quoi que ce soit, bien là, à ce moment-là, c'est d'écrire sur un papier, en fait, les tâches que vous allez souhaiter offrir à cette nouvelle personne-là. Donc, ça fait du sens jusqu'à présent? Ben oui, effectivement, là, c'est un peu exactement ça que le processus par lequel je suis passée moi-même, là. C'est ça. Vous pouvez séparer aussi les tâches là, de la nouvelle individu par tâches fréquentes, puis tâches mineures aussi. Puis évaluer, en fait, ça va être réparti à peu près comment les tâches de chacune des personnes. Comme avec des pourcentages, j'imagine. Oui, on peut le faire avec des pourcentages ou tout simplement le catégoriser en deux sections. C'est tout dépendamment de la complexité de votre poste aussi, hein. Il y a des postes qui vont être plus complexes, puis il y a des postes qui vont être peut-être un peu moins complexes aussi. J'imagine si vous y allez en impartition comme Mélanie, ça va être des choses qui vont être un peu plus ciblées, fixées d'avance. Je ne sais pas exactement comment tu t'y prends, Mélanie, mais j'imagine que vous avez probablement un contrat par rapport à ce que tu as un besoin, mais ce sont des besoins qui sont quand même assez récurrents et similaires, probablement. Oui, ben en fait, c'est ça, dans mon exemple, si ça peut aider aussi les gens, ben, tu sais, moi, ce que j'avais évalué comme charge de travail, c'était comme un 10 à 20 heures par semaine pour commencer, tu sais, que j'étais pas mal certaine à 100% que ça ressemblait à ça. Fait que c'est variable aussi, tu sais, dans le sens, c'est pas, moi, je suis allée avec quelque chose de très, une structure, on va dire, très flexible là, pour la personne qui s'est jointe avec moi. Donc, en fonction de la charge de travail, ben, ça varie à peu près entre 10 et 20 heures. Et ça, c'est comme dans le contrat, c'est ce que moi, je m'étais engagée à lui fournir comme charge de travail. Puis après ça, ben, c'est évolutif là, selon ses disponibilités à elle et mes besoins, là. OK. Parfait. Donc, après, ce que je propose toujours, moi, c'est qu'on va souvent aller regarder les compétences professionnelles. Ça, il n'y aura pas de problème. On va souvent savoir qu'est-ce que la personne a de besoin. Par exemple, on cherche quelqu'un avec un bac, on cherche quelqu'un avec une technique, un DEC ou une formation dans tel domaine. Peu importe, ça, souvent, c'est assez bien décrit. La chose que je remarque qu'on ne regarde pas souvent, c'est les compétences comportementales. Je sais que je t'en parle souvent, Mélanie, mais c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Il faut se demander quel type de personne qu'on va avoir besoin pour faire ce poste-là. Par exemple, on n'aura pas le même type de personne qui va aller faire de la vente ou exactement, de la vente, soit sur la route ou de la représentation, que des personnes qui vont traiter, par exemple, de la comptabilité à longueur de journée. On va avoir vous comprendrez, là, j'ai pris deux types de personnes complètement différentes, mais des fois, ça peut se mélanger dans les postes, mais vous allez voir que ça, c'est des réflexions qu'il faut avoir parce que si vous voulez quelqu'un qui influence, qui a cette compétence-là naturelle, hein, c'est des besoins motivationnels qui sont vraiment personnels, je dirais, qu'on a ou qu'on n'a pas, ou qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on va être plus propice à développer. Donc, la personne qui va être en vente, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'échanger, participer, influencer, qui va aimer se mélanger aux gens plutôt qu'une autre personne qui va être plus en comptabilité. Ben, le profil de ces gens-là, souvent, ça va être des gens qui sont plus analytiques, qui adorent les chiffres. Donc, les personnalités, probablement, qui vont être différentes. Et souvent, ce que je dis, c'est pas que la personne ne sera pas capable de le faire quand vous allez l'embaucher, mais c'est quelqu'un probablement qui va être toujours à contre-courant de ses compétences naturelles.
qui va faire à un moment donné qu'on va perdre probablement sa motivation. Et là, c'est là qu'on parle de rétention. Donc, si on n'a pas pensé à ça au préalable, c'est que la personne, à un moment donné, elle va tout dépenser son énergie en étant à contre-courant de elle-même, finalement. Puis, on va finir par perdre cette personne-là parce qu'elle n'aimera pas fondamentalement son travail. Donc, c'est une chose qu'il faut penser. C'est pour ça que, Mélanie, tu me disais tantôt, c'est une bonne chose de séparer ça, puis tout regrouper ce que je veux faire, puis faire un poste avec ça. Oui, moi, je dirais que oui. Puis, c'est pas grave s'il y a un certain pourcentage qui ne correspond pas nécessairement au type de personne qu'on aura déterminé au préalable, mais il ne faut pas qu'il y ait moitié-moitié puis que ça soit trop d'un côté ou de l'autre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais si la personne, elle aime être mélangée aux gens, avoir ce contact-là avec les gens, c'est quelqu'un qui travaillerait peut-être plus en ressources humaines, accueil, intégration, formation, mais finalement, elle a un poste qui lui permet juste d'être à l'ordinateur à longueur de journée. Bien, éventuellement, on va peut-être la perdre, cette personne-là, ou peut-être qu'aussi, elle va avoir plus de difficultés à répondre aux besoins du poste parce que ça ne sera pas vraiment dans sa nature. Fait que ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de regarder toutes les compétences professionnelles avec la description de tâches, mais avec les descriptions de tâches, vraiment de vous questionner. Quel type de personne j'ai besoin? Donc, c'est qui je recherche pour faire ce poste-là. Donc, c'est exactement ça, se poser les questions. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est super clair. Puis, tu sais, une fois qu'on a choisi, qu'on a choisi un peu le type de poste qu'on a en tête, tu sais, moi, si je prends mon exemple, je ne cherchais pas forcément quelqu'un qui avait étudié là-dedans, mais quelqu'un qui avait l'expérience ou comment dire, déjà l'intérêt naturel pour le milieu, tu sais. Puis c'est exactement, tu sais, ce que j'ai attiré à moi comme profil. C'est-à-dire que, tu sais, je ne cherchais pas nécessairement quelqu'un qui était, comment dire, qui avait étudié en marketing ou en administration parce que, tu sais, bon, on a un peu le même background d'études. On n'apprend pas, tu sais, à créer du contenu pour les réseaux sociaux à l'université. Fait que ça ne sert à rien d'avoir un bac pour ça. C'est vraiment une expérience de terrain ou d'autres types de formations. Fait que ma question, en fait, pour toi, ce serait, mettons, quelqu'un qui voudrait vraiment engager quelqu'un comme employé. Une fois qu'on a fait cette analyse-là, est-ce qu'il y a une façon aussi, comment on se prépare à faire une entrevue pour recevoir les candidats puis faire finalement un choix? As-tu comme des conseils clés par rapport à cette étape-là vraiment importante? Oui, j'ai des conseils clés, puis c'est justement pourquoi je vous amène dans tout ce processus-là qui peut avoir l'air un peu plus lourd, mais je vous dirais que si c'est votre première fois, cassez-vous pas la tête, faites juste vous questionner, en fait, puis vous posez les bonnes questions avec vos tâches, etc. Faites-les au meilleur de vos connaissances parce que vous allez voir que par la suite, ça va faciliter votre affichage de poste. Vous allez savoir aussi quoi mettre en relief dans vos affichages. Sur les médias sociaux, c'est sûr que vous n'avez pas fait votre analyse concurrentielle, votre distinction d'entreprise. Bref, on en reparlera un autre moment donné. Mais en ce qui concerne la sélection, bien, ça va vous permettre de, premièrement, je vous propose de faire une présélection. Donc, tout ce qui est tri des CV par rapport à ce que vous avez besoin comme le poste. Et ensuite de ça, une entrevue téléphonique pour encore faire un autre tri, on pourrait dire, des CV que vous aurez gardés par la suite pour vous assurer que les personnes que vous allez voir en entrevue seront des personnes qui vont correspondre aux besoins du poste, donc qui correspondent, je dirais, il y a des questions clés comme les heures de travail, les heures que vous pouvez offrir et aussi les attentes salariales. Ça, c'est des choses qu'on clarifie toujours au niveau de la pré-entrevue. Okay. C'est pas toujours fait, mais moi, j'invite les gens à le faire parce que ça va vous sauver du temps. Hein, parce que rencontrer quelqu'un en entrevue, comme je dis, quelqu'un c'est déjà pas possible de l'avoir dans notre entreprise parce qu'on n'a pas le budget pour l'avoir, c'est comme un peu une perte de temps. Fait que je vous invite à le faire en présélection. Donc, si on arrive à la grille d'entrevue d'embauche,
certaines personnes vont faire des entrevues qu'on dit non structurées. À ce moment-là, c'est qu'on n'a pas nécessairement de structure et on pose des questions aux candidats selon le CV. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et bien sûr, on fait attention à toutes les questions qui peuvent entraver la Charte des droits et libertés de la personne. Je le rencontre souvent. Oui, je le rencontre souvent en entreprise. Des fois, on voit qu'il y a des questions qui ne sont pas possibles de poser. Donc, l'article 10 et 15, je pense, de la Charte des droits et libertés de la personne sont à proscrire. Fait que, tu sais, juste un exemple pour ceux qui écoutent et qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Tu sais, par exemple, de demander si on est marié, si on a des enfants, on oublie ça. La nationalité, l'âge de la personne. Si la personne, la situation de grossesse, les handicaps, vous n'avez plein la langue. Dans le fond, tout ce qui pourrait faire en sorte qu'on baserait son choix sur quelque chose qui n'a pas à être un composant d'une décision, là, finalement. Là. C'est ça, exactement. Il y a certaines questions qui sont possibles de poser en rapport avec ces points-là, mais ce n'est pas de façon jugeante, je dirais. Mais si possible, ne vous aventurez pas là-dedans. Mais si jamais vous avez vraiment besoin d'avoir une information, il y a certaines façons de pouvoir poser des questions, mais elles doivent être vraiment en lien avec le poste, puis ça ne doit pas être de caractère discriminatoire. Mm-hmm. Ensuite de ça, pour l'entrevue structurée, ce que je vous propose vraiment de faire, plutôt qu'une entrevue non structurée, l'entrevue structurée va vous permettre de faire un système de pointage. De vraiment valider, en fait, les critères de sélection. Ça va vous permettre d'avoir des données objectives plutôt que subjectives. Donc, comme façon très simple de le faire, moi, ce que je vous propose, c'est de cibler de vous faire une grille. Vous prenez tout le temps votre liste de tâches que vous auriez faites au préalable, qu'on a regardé tantôt avec les compétences professionnelles et comportementales. Et ensuite de ça, vous vous asseyez pour faire votre liste de questions. Vous vous demandez sur quels aspects vous souhaitez faire votre entrevue. Bon, donc, vous pouvez avoir des gros sujets comme la motivation au début, qu'est-ce qu'elle connaît de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle connaît, par exemple, du marketing web, pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe déjà dans son univers. Par la suite, moi, ce que je vous invite à faire, c'est composer des questions en rapport avec les compétences que vous aurez ciblées. Donc, entre 8 ou 12, selon, en fait, ce que vous aurez ciblé. Donc, après ça, vous allez être en mesure, là, c'est difficile parce que moi, je suis bien visuelle, donc là, c'est sûr que c'est un podcast, mais ça va être de composer des questions qui vont vous permettre d'aller valider un critère de compétence. Par exemple, mettons que vous voulez quelqu'un qui gère bien son stress. Vous allez pouvoir demander à la personne, nommez-moi une situation dans laquelle vous avez fait face à une situation qui était stressante. Décrivez-moi un peu la situation et dites-moi comment vous avez réagi. Donc, ça, c'est une question qui va vous permettre d'aller évaluer ce critère-là précisément. Et ce que j'invite mes clients à faire aussi toujours, c'est de mettre aussi tous les autres critères, les 8 critères, puis de regarder si dans la réponse que la personne va nous donner, elle va nous répondre à certaines autres compétences. Donc, je ne sais pas si je suis claire, mais si la personne répond à cette question-là, par la suite, dans votre section commentaires, vous allez pouvoir noter ce que la personne va faire, puis lui donner un pointage. Et vous déroulez les questions comme ça jusqu'à la fin de votre entrevue. Je vous invite aussi à faire des mises en situation. Donc, vous pouvez faire des mises en situation. Par exemple, si vous embauchez quelqu'un pour un service à la clientèle, vous pouvez composer une question pour le service à la clientèle. Là, c'est sûr que si vous partez de zéro, peut-être que ça va être un peu plus difficile pour vous de concevoir vos questions, mais essayez de penser aux choses qui pourraient arriver. L'idée, c'est toujours de voir comment la personne, elle réfléchit à la question. Qu'est-ce qui va se passer quand la personne va arriver
à un événement comme ça, voir un peu les façons de fonctionner de l'individu. Donc là, ça va vous permettre à la fin d'avoir une grille de sélection, d'avoir un pointage, puis ça va bien vous permettre aussi de pouvoir comparer les candidats parce que les questions auront été les mêmes à chacun de vos candidats. Donc, je ne sais pas si... Mais c'est un bon exemple, le service à la clientèle comme mise en situation. Mettons, on veut, je ne sais pas moi, engager quelqu'un qui va s'occuper justement de tout le volet service à la clientèle par courriel, par téléphone. Bien là, c'est peut-être mettre en contexte une cliente qui est insatisfaite de quelque chose, mais qu'elle n'a pas raison dans les faits. Ça arrive souvent en service à la clientèle. Le client pense qu'il est lésé dans ses droits avec tel truc, puis c'est de savoir comment la personne va répondre et réagir. Parce qu'il y en a qui sont plus, on va dire, prime à répondre sur ces genres de cas-là. Et d'autres vont prendre des grands gants blancs. Puis là, bien, ça dépend de ce qu'on veut véhiculer avec notre entreprise. Fait que j'aime bien l'idée que tu parlais de mise en situation et de système de pointage. Tu vois, c'est là l'étape que moi, je n'ai pas fait. Moi, je me suis arrêtée à faire un questionnaire et j'ai simplement noté, puis c'était très subjectif dans le sens, je notais un peu les réponses, mais je n'ai pas fait de pointage. Je ne m'attendais pas nécessairement à avoir un type de réponse. En fait, ce que je voulais valider de mon côté, c'était plutôt les aptitudes, puis surtout la motivation là, à apprendre quelque chose de nouveau. Puis, fait que c'est ça. Je suis allée vraiment au feeling, mais je suis convaincue que ceux qui vont écouter le podcast, ben, auront envie peut-être de s'assurer d'avoir la bonne structure comme celle que tu proposes. Parce qu'on sait qu'il y a quand même un risque là, à embaucher, entre guillemets, un employé. C'est du temps de formation, c'est du temps qu'on prend pour recruter. Fait que, plus on est une petite entreprise, ben, plus se tromper, ben, ça peut coûter cher, tu le sais. Fait que c'est le fun comme processus que tu proposes. Puis tu dirais qu'une fois que, si on continue dans le processus, une fois qu'on a passé des candidats d'entrevue avec le système de pointage, est-ce qu'on base seulement son choix sur les points? Est-ce qu'il y a quelque chose de Ouais, qualitatif? effectivement, il y a d'autres choses par la suite. Puis, c'est sûr que Mélanie, tu étais la seule, en fait, à passer les entrevues. Mais les systèmes de pointage aussi aident quand tu es plus qu'un à l'entrevue. Donc, quand tu es plus qu'un, tu es capable de faire une moyenne des gens qu'il y avait avec toi pour l'entrevue. Donc, tu es capable, à ce moment-là, de faire un comparatif avec les collègues qui sont là pour évaluer finalement la personne qui est en avant. Fait qu'on a encore plus de données, je dirais, objectif que subjectif. Ouais. Par la suite, ce que vous pouvez faire, c'est qu'un coup que ça c'est fait, le processus, puis vous avez par exemple 2 personnes qui vous semblent vraiment faire le travail et puis ce que vous avez évalué, ça ressemble, les points sont similaires. Ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser des outils de sélection. C'est-à-dire que vous pouvez faire passer des évaluations psychométriques pour valider que vous avez vraiment la bonne personne à la bonne place, que la personne va avoir les besoins motivationnels qui correspondent au poste. Moi, j'aime beaucoup le faire. J'aime beaucoup le faire aussi parce que ça permet soit à l'entrepreneur ou soit encore au gestionnaire qui va accueillir cet employé-là, de bien comprendre la personne qui va rentrer puis en poste, puis de bien s'adapter également. Puis tu suggères-tu un test en particulier? As-tu une ressource que tu pourrais nous guider vers un test? Il n'y a pas vraiment de test particulier en ligne. Moi, personnellement, dans ma pratique, j'utilise le MPO, Management et Performance organisationnelle. Il y en a beaucoup d'autres là, sur le marché aussi. La majorité utilise les Big Five pour faire leurs évaluations. Donc, les critères vont se ressembler. Moi, personnellement, c'est lui que je trouve qui est vraiment le fun parce qu'on a 2 courbes. On a la courbe normative et les points. Puis là, parce qu'on est en podcast, des fois j'oublie des mots. On a la courbe normative puis les effets entre les 2 points aussi, les relations, la courbe relative, je crois. En tout cas,
les deux Ouais, c'est points dur à ensemble. expliquer comme ça, sans Oui. support visuel, là, je te l'accorde. Si jamais vous avez besoin de plus d'infos, viendrez me voir, je vous expliquerai ça. Par la suite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est des échantillons de travail. C'est souvent utilisé. Hein? On peut faire des échantillons de travail ou des évaluations aussi, des tests. Hein? Il y a des gens qui vont faire des tests de français, des tests d'Excel. Il y a toutes sortes d'autres types d'échantillons de travail selon aussi la nature de votre propre entreprise. Je dirais, par exemple, Mélanie, elle aurait pu demander si la personne sait faire des publications. Mélanie, peut-être qu'elle aurait pu demander à avoir un échantillon de ce que la personne a fait. Des fois, c'est des portfolios aussi. Là, ça dépend vraiment du domaine. Donc, après ça, c'est ce que vous faites. Dans le fond, si vous avez des critères, d'autres critères, des outils de sélection, vous les utilisez. Puis là, ma question, là, Edith, ma question à 100 pour toi. Tu sais, actuellement, on vit dans un monde de pénurie d'employés. Est-ce que tu penses que de mettre trop d'étapes au processus de recrutement, ça pourrait éventuellement être un frein ou tu penses qu'en fait, que plus le poste est intéressant, puis disons, aligné avec les candidats qu'on recrute, c'est pas un frein? C'est sûr que ça va dépendre du niveau de poste. Là. Évidemment, là, quelqu'un qui veut engager, comme je disais, support au service à la clientèle, je pense que malheureusement, on ne peut pas se permettre de faire 3 millions de tests différents. On peut faire des mises en situation, on peut poser certaines questions ou mettre en contexte. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que si on met beaucoup d'étapes dans le recrutement, est-ce que ça peut faire peur ou faire en sorte qu'on n'a pas assez de candidats? Tu penses quoi de ça? Ben, pas au niveau de la sélection, là, parce que là, on est au niveau de la sélection en ce moment, là, quand un coup qu'on a passé l'entrevue d'embauche, tout ça. Où est-ce qu'il ne faut pas faire l'erreur de mettre trop de trucs, trop de critères? C'est dans nos affichages de postes. Des fois, je vois souvent ça, la liste est longue comme jusqu'à terre, là, une grosse liste de ce qu'on recherche comme poste. C'est là qu'il ne faut pas faire l'erreur. Il ne faut pas faire l'erreur de trop mettre de choses qui pourraient rebuter les employés potentiels. Fait que je te dirais que c'est plus au niveau de la visibilité, au niveau de nos affichages. Avant, je pense qu'on pouvait se le permettre d'avoir une certaine, je te dirais, une sélection un peu plus naturelle de cette manière-là. Maintenant, il faut être attractif. Les entreprises, il faut être attractif. Donc, c'est là qu'il ne faut pas trop mettre de trucs. Et comme je dis, c'est au niveau de la sélection, quand on rentre dans le processus de sélection, là, on peut être un peu plus sélectif. Mais d'abord, moi, je dis tout le temps d'être attractif. Et par la suite, il faut être sélectif. Puis, il faut y aller avec le niveau de ce qu'on a besoin de poste aussi. Hein. Des fois, il faut descendre nos critères quand on fait de l'embauche aussi. Puis c'est là qu'on va choisir nos bons outils d'embauche. Donc, si je revenais à ta question, c'est vraiment au niveau, je te dirais, quand on parle là, de visibilité, quand on parle d'attraction et aussi quand on parle de facilité dans les processus d'application. C'est là, ça peut. C'est là qu'il peut rebuter les gens aussi quand il y a plusieurs clics, quand il y a plusieurs CV, c'est trop compliqué sur le site. On le voit beaucoup dans les grandes entreprises. Tu sais, moi, j'ai travaillé pour une banque qui fait que c'est sûr que les processus de recrutement étaient très, très longs. En même temps, c'est des postes plus spécialisés. Il y avait quand même beaucoup de gens qui convoitaient, si on veut, ce genre de promotion-là. Tu sais, à l'échelle, mettons, de la très petite PME, mettons, on va dire 5 employés et moins. C'est rare qu'on voit que c'est aussi lourd, mais par contre, comme tu l'as dit, le fait de demander des diplômes qui n'existent presque pas ou des compétences qui sont difficilement... Des fois, c'est des compétences qui sont très peu en lien avec les tâches. Tu sais, souvent, ce que je peux voir des fois, certains affichages, tu sais, on n'a pas besoin d'être créatif et d'aller au-devant si on fait de la tenue de livre. Tu sais, c'est comme, faut être logique avec le profil. Là. Et ça aussi, ça réduit les chances. Exactement. Tu as vraiment ciblé ce qu'il ne faut pas faire. Puis, c'est pour ça, dans le fond, que je vous invite au début de vraiment cibler votre besoin. C'est de un, pour le comprendre, pour bien sélectionner, pour avoir la bonne personne à la bonne place, mais aussi pour éviter d'en mettre trop, là. C'est aussi dans cet aspect-là.
Là, je sais qu'on parle longtemps depuis tantôt, mais en réalité, c'est pas quelque chose que si c'est un poste qui n'est pas si complexe que vous avez besoin de faire pendant des heures. C'est quelque chose qui va se faire assez simplement. Et ce qu'on parle aujourd'hui, c'est simplement des outils, justement, de sélection pour éviter, par exemple, d'avoir quelqu'un qui fera pas le travail que vous allez l'embaucher. Moi, j'aime bien dire, si on ne fait pas ce travail-là au préalable, c'est un peu comme les jouets de bébé, là. On a comme des ronds, des carrés, des cercles, tout ça, puis qu'on essaie de prendre un carré puis de le rentrer dans un rond. Ça ne fonctionnera pas. Puis ça, c'est une erreur que je vois souvent chez mes clients, c'est que je vais embaucher lui, il va faire la job, il va finir par faire la job, il va faire la job. Mais tu sais, finalement, c'est d'essayer de changer la nature de quelqu'un. Ou encore des entreprises qui embauchent quelqu'un pour faire un titre d'emploi, mais finalement, un coût à l'emploi, c'est plus ça que la personne a fait. Fait que là, on va se retrouver avec d'autres types d'enjeux, des enjeux de mobilisation, des enjeux de motivation, des enjeux justement de rétention et de recommencer toujours la roue. Fait que l'idée, c'est vraiment de faire ce processus-là pour qu'ensuite, quand vous aurez embauché la personne, vous allez pouvoir entamer le processus d'accueil et d'intégration, comme on dit, parce que la personne se fait tout le temps une idée de votre entreprise dans les 3 premiers mois à l'entrée. Donc, si c'est en impartition, souvent, la personne va s'occuper de son propre développement. Mais si c'est quelqu'un que vous embauchez dans votre entreprise, là, à ce moment-là, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder les critères d'embauche, les critères peut-être qui sont un peu moins répandus. Regardez vos critères personnels, puis ensuite de ça, lui faire un plan de développement des compétences. Fait que là, vous allez vous assurer que la personne, elle va se sentir compétente dans son travail parce que vous l'aurez accompagnée à faire le travail comme vous le souhaitez. Fait que c'est pour ça, tu sais, on ne fait rien pour rien. En fait, l'outil initial va vous servir pour le restant de votre accompagnement avec cette personne-là, finalement. Puis vous allez vous assurer d'avoir la bonne personne à la bonne place, d'avoir une qualité dans le travail de la personne, qualité dans les exécutions, que la personne se sente bien, bien accompagnée, qu'elle se sente outillée. Pour moi, c'est toujours un rapport qui est gagnant-gagnant. Tant pour vous en tant qu'entrepreneur ou plus grande entreprise, puis aussi la personne qui intègre l'entreprise. Oui. Judicieux conseil, honnêtement, Edith. Ça a l'air gros pour quelqu'un qui peut-être commence à embaucher quelqu'un à temps partiel pour un poste qui est peu spécialisé, mais je pense que juste de prendre conscience que ces étapes-là existent et d'avoir la réflexion, ça n'a pas besoin d'être un plan stratégique de 50 pages. C'est souvent ça que je dis à mes clients, tu sais, la planification stratégique, là, elle est à toute échelle. Tu sais, moi qui travaille dans une banque, les planifs stratégiques, c'était des grosses affaires, des gros chiffres, des grosses actions, puis beaucoup de gens, de parties prenantes d'intégrer là-dedans. Mais à notre échelle de solopreneur, d'entrepreneur, de PME et tout ça, ça peut être plus simple, mais l'étape de comprendre son besoin va quand même rester là. Puis comme tu as donné aussi des bonnes astuces pour faire la sélection, je pense des fois l'aspect difficile, c'est peut-être pour des gens comme moi qui sont plus, pas émotifs, mais qui, des fois, c'est difficile de faire un choix entre, par exemple, 2, 3 candidats quand on sent que finalement, les 3 seraient bons, tu sais. Fait que des fois, c'est comme, mais comment on tranche? Puis souvent, ça va être des petits éléments qui vont faire, ah, tu sais, je pense que ça va être plus disponible, plus créatif, plus si, ou à lui, il me semble un peu plus de confiance, un feeling. Tu sais, souvent, il y a l'aspect de feeling aussi qui rentre en ligne de compte. Mais je pense que d'appuyer ça sur une vraie démarche comme tu proposes, je pense que c'est ça finalement la clé là, pour s'assurer de ne pas recommencer aux 3 mois. Là. Exactement. Puis c'est aussi pour éviter l'erreur qu'on peut faire, qu'on peut avoir tendance à faire, c'est de choisir quelqu'un qui nous ressemble plutôt que quelqu'un qui nous complète. Donc, c'est un coup qu'on a déterminé où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, avec notre lignée d'entreprise. C'est comme un peu de mettre une marque sur le GPS. Si c'est pas fait, oui, on va se rendre à quelque part, c'est sûr. Si on part avec notre char, on va arriver à quelque part, mais on ne sait pas exactement où. Fait que donc, c'est juste un peu de limiter les enjeux. De cibler où est-ce qu'on va, puis d'être capable d'aligner nos actions. Mais en réalité, j'ai parlé bien longtemps, mais l'important, c'est de bien définir son besoin, comme on l'a mentionné, de préparer l'entrevue en fonction de l'analyse de fonction, des compétences professionnelles et comportementales, de bien afficher le poste selon ce qu'on aura décrit,
d'avoir des outils de présélection, d'avoir des outils de sélection, tout ce que j'ai mentionné. Puis, aussi, vous pouvez faire des échantillons de travail, etc. Puis, ce que je n'ai pas dit tantôt, c'est aussi ce qui est intéressant quand c'est un employé que vous allez embaucher dans votre entreprise, c'est de faire la vérification des... j'ai des antécédents, mais c'est pas Oui, c'est ça, des références. Des références, oui, c'est ça. Parce que les antécédents, c'est possible de le faire, mais pour certains types d'emplois, tout simplement, il faut faire attention avec la législation. Puis, ben, pour faire ça, ça vous prend un formulaire de consentement. Mais après ça, tout ça, ben, ça va vous permettre justement d'avoir la bonne personne à la bonne place, puis d'éviter les surprises, puis d'éviter de devoir recommencer par la suite. Hey, merci beaucoup, Edith. Je pense que c'est très complet. En tout cas, vous le direz dans les commentaires sous l'épisode ou si vous voulez écrire à Edith ou à moi pour faire votre rétroaction ou même poser des questions, ça va nous faire plaisir. Puis je te remercie aussi, Edith, d'avoir pris ce temps avec moi pour parler d'embauche. C'est vraiment un sujet super intéressant qui va finalement toucher pas mal tous les entrepreneurs là, dans leur vie. Fait que merci beaucoup, Edith. Bien, ça fait plaisir, Mélanie. Bye bye, à bientôt. À bientôt. Alors, j'espère que tu as aimé cet épisode avec Edith Cabot, spécialiste de recrutement, de ressources humaines. Comme tu as pu sûrement le constater dans l'épisode, le bagage d'expérience et de compétences d'Edith est vraiment incroyable. C'est toujours un plaisir de m'entretenir avec elle. Toujours des bons conseils judicieux. Donc, je t'invite vraiment à entrer en contact avec Edith si tu as des questions par rapport à ton recrutement ou tes stratégies de recrutement. Et pour ce qui est de l'épisode d'aujourd'hui, c'était, comme je le disais au début, le premier épisode Conseil d'experts. Donc, si tu as des experts à me proposer, des sujets que tu as envie d'entendre sur le podcast, eh bien, je t'invite à m'écrire à mélanie@synapsemarketing.ca. Ça va me faire un bonheur de faire d'autres épisodes, d'autres éditions de conseils d'experts. Et sinon, je t'invite aussi à joindre le groupe Facebook Le Marketing Web à votre portée, qui est ma communauté privée dans laquelle je donne plusieurs trucs, plusieurs astuces pour vous aider finalement à prendre en main votre marketing, vos stratégies d'affaires et tout ça en cohérence avec tout le reste, toutes les autres sphères, les autres aspects de votre entreprise. Alors sur ce, je te souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés.